Et il nous semblait intéressant d'interroger Guy Valencien, qui s'est posé pas mal de questions dans ce domaine-là, qui est très intéressé par ce domaine-là, sur qu'est-ce qu'on propose comme nouvelle organisation et quelles seraient les nouvelles organisations qui seraient les organisations idéales, ou en tout cas qui tendraient vers les organisations idéales dans notre système de soins français. Donc, merci Guy de nous faire part de tes réflexions sur ce sujet. Écoutez, vous venez de voir, je dirais, ce que fait le Canada qui est en train de voler vers Mars quand nous sommes en France restés à l'âge de pierre. Christine Laliberté a parfaitement décrit ce qu'il faut faire chez nous. Pardon, excusez-moi. Et nous avons une petite expérience de ces infirmières spécialisées dans le service, puisque en 2008, nous avons obtenu l'autorisation de créer des infirmières en pathologie de la prostate, que nous avons formées au prix d'un diplôme universitaire pendant 1 an, essentiellement en formation très pratique, en consultation tous les jours avec les urologues du service et en formation théorique, reprenant des données anatomico-physiologiques, de la pathologie, des pathologies et de la thérapeutique. Et ces infirmières en pathologie de la prostate voient le malade la première fois, font tout l'interrogatoire, tout l'examen clinique, toucher rectal y compris, font l'échographie abdominopelvienne, voire transrectale s'il y a l'appareil. Elles font les bilans biologiques et ensuite nous voyons le malade quand il a eu tout son bilan, qu'il a déjà travaillé sa pathologie avec l'infirmière et nous décidons de traiter ou pas. Enfin, bref, nous faisons ce qu'il faut en termes d'urologie et ensuite nous alternons les consultations avec les infirmières en pratique en pathologie de la prostate qui peuvent represcrire des médicaments, qui peuvent mettre des sondes la première fois, ce qui est interdit normalement, qui peuvent faire des injections intracaverneuses, bref, un tas de gestes interdits normalement aux infirmiers. Et nous avons été évalués par l'IRDES au bout de 4 ans, qui a montré que premièrement, et Christine Laliberté me dira exactement la même chose, premièrement, il n'y a pas de sinistralité aggravée quand les infirmiers font le boulot. Cette vision délétère que portent les syndicats français est scandaleuse, je le dis directement. Et parfois, les infirmiers font mieux. On le sait avec les nurses endoscopistes anglaises qui ont moins de perforations du côlon que les chirurgiens ou que les gastro-entérologues. Deuxièmement, il y a une adhésion totale des patients à ce binôme infirmier et médecin. Et troisièmement, il y a une récupération de 30 à 35% du temps médical. Donc, il n'y a même pas à discuter. Quand j'ai vu les cris d'orfraie des ophtalmos contre le transfert aux orthoptistes d'un certain nombre d'actes et de primo-prescription, ainsi que je dirais la colère du Conseil de l'ordre, je m'étrangle. Je me dis, mais où est-on en France? On n'a rien compris à l'évolution des métiers. Or, si on veut réorganiser le système, il faut repartir du métier des infirmières. C'est évident. Les infirmières en pratique avancée, comme on les appelle chez nous, ou disons en première ligne en France, qui participeraient au travail des CPTS dans des maisons de santé installées et avec notamment la possibilité d'assurer des soins non programmés par rappel. Et là, l'infirmière se déplacerait avec un ambulancier dans l'appartement, dans la maison, dans l'entreprise, dans l'administration, dans l'école, pour analyser le cas et éventuellement le traiter, assurer les soins de base de première ligne, avec peut-être de quoi avoir un peu d'oxygène, un défibrillateur, de quoi faire des pansements, des attelles, d'avoir des médicaments antidouleurs, des corticoïdes et autres, bref, d'assurer la première prestation. En relais, bien sûr, avec les médecins ensuite, il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai fait le calcul que ce binôme mobile de consultation non programmée pourrait très bien marcher dans des communautés de communes d'environ 10 à 15 ou 20 000 habitants, avec des coûts qui sont tout à fait modestes. C'est une équipe pareille, jour et nuit, hein, j'entends, qui se relaie, bien sûr. C'est de l'ordre de 800 000 à 1 million d'euros. Si vous divisez ça par le nombre de communes, le nombre d'habitants, vous arrivez à un coût annuel de 50 € par habitant, moins de 5 € par mois, pour assurer une présence médicale et infirmière sur le territoire, sans faire appel forcément aux urgences dont on sait que 40% des cas n'ont pas à aller à l'hôpital. Donc, mais c'est la base de la base, c'est la maîtresse des réformes à faire. Tant qu'on ne la fait pas, nous continuerons à claquer du fric pour rien. Je milite pour que véritablement ce qu'a dit Christine Laliberté soit transféré en France et que tous les médecins le comprennent et qu'on arrête cette espèce de combat ridicule entre les métiers. C'est pour moi un absolu total. Ensuite, bien évidemment, une fois que vous avez ce niveau de première ligne,
et de prise en charge dans les maisons de santé des différents CPTS. Vous avez le relais sur les hôpitaux et les cliniques, avec des personnels qui peuvent du reste travailler sur les deux. Au troisième niveau, vous avez les hôpitaux universitaires avec la recherche et l'enseignement. Et je suis de ceux qui considèrent que la fonction publique hospitalière doit être transformée en un service national de santé, où toute personne qui respecterait un certain nombre de règles publiques d'efficience et d'activité, de non-sélection, pourrait participer, qu'il soit dans un cabinet médical privé ou dans un hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce système où, en fin de compte, il faut passer par Paris, par un centre national de gestion pour gérer la carrière d'un praticien hospitalier à l'hôpital de Carhaix, d'Alès ou au CHU de Toulouse? On est complètement malade. On n'a rien compris à l'évolution du monde. Et donc, il faut changer ces donnes-là et de faire en sorte que tout personnel qui signe dans ce service national de santé respecte les règles de non-sélection et d'accès aux soins, quelle que soit l'heure. C'est une base évidente. Et on a un mal fou en France. Nous sommes arc-boutés, croyant encore que nous avons de bons médecins, nous avons de bons infirmiers et de bonnes infirmières, mais nous avons un système qui est complètement fichu. Il est à transformer, mais radicalement. On ne peut pas se permettre de faire des aménagements. Ça coûte un pognon pas possible. Et je pense que Patrick Pessot nous parlera d'évaluation, qui est un autre énorme thème, le deuxième thème, avec le transfert de tâches, le deuxième terme qui est de l'évaluation, de façon à remettre le système sur les rails et aboutir à une prise en charge des usagers, je dirais au départ, parce que on est de plus en plus dans un monde où il n'y a plus de patients, mais des consommateurs de soins. Ce qui pose aussi un problème, car autant je suis de ceux qui considèrent qu'il est possible que les consommateurs de soins ou les patients évaluent les professionnels de santé, je pense à l'envers que les professionnels de santé devraient pouvoir évaluer les patients aussi, tant on voit d'incivilité et de comportements odieux de la part de certaines et de certains qui obligent les médecins et les infirmiers à faire parfois attention à leur peau, ce qui est absolument scandaleux et qui est tout à fait nouveau, si vous voulez. On n'est plus donc dans un monde où il y a le patient, on est dans un monde où on consomme du soin. On voit très bien qu'aujourd'hui, quand un malade vous envoie un email, vous envoie un email de demande de quelque chose, si vous n'avez pas répondu dans l'heure, vous vous faites engueuler, ça devient infernal. Et je vous dirais que dans ce cadre-là, une société comme Uber, les taxis Uber, eh bien, les clients peuvent évaluer les chauffeurs, mais les chauffeurs évaluent aussi les clients. Et je pense qu'il faut arriver à retrouver un peu d'harmonie dans ce monde fracturé où tout le monde râle, tout le monde gueule et tout le monde n'en peut plus. Je suis convaincu qu'il faut quitter cette dualité privée-publique délétère. On a bien vu lors de la Covid que ce sont les hôpitaux qui ont pris en première ligne, mais parce qu'on n'a pas voulu non plus transférer au début à des cliniques qui avaient des lits, pas toujours de réanimation, mais au moins des lits de soins intensifs. Et je trouve ça absolument absurde. Nous sommes dans un pays, dans un vieux pays qui ne comprend pas l'évolution du monde, avec la facilitation technologique que l'on a. Aujourd'hui, vous prenez un smartphone comme moi, vous rajoutez un petit cône sur l'objectif de la caméra et vous pouvez faire, c'est le smartphone qui va me dire c'est une otite aiguë ou c'est un corps étranger qui coince sur le tympan. Je veux dire, voilà, pareil pour la vision de la bouche et de la gorge. Donc, les outils de facilitation, les moyens que nous avons à disposition, l'intelligence artificielle qui nous aide au diagnostic en nous proposant parfois des hypothèses auxquelles on ne pense pas, tout cela facilite la totalité des métiers qui doivent se redistribuer complètement. Et je pense qu'il ne faut pas augmenter le nombre de médecins, je n'ai pas dit qu'il fallait le diminuer, il ne faut pas l'augmenter. En revanche, il faut augmenter considérablement le nombre d'infirmières de première ligne ou d'infirmières spécialisées dans des domaines particuliers, qui est le moyen, je dirais, le plus harmonieux de réorganiser la prise en charge des malades. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, à 3 niveaux, enfin à 4 niveaux avec les infirmiers aujourd'hui. Donc, médecine sur le terrain, médecine hospitalière et clinique et médecine CHU. Et qu'on en finisse avec ces bagarres entre nous. Je suis désespéré par cela. Je ne comprends pas ces résistances. C'est le seul moyen, en plus, de discuter avec la tutelle pour réévaluer
les niveaux de rémunération qui, effectivement, en France, ne sont pas les plus attractifs d'Europe, loin de là. Et donc, pour cela, il faut pouvoir accepter d'accepter d'être évalué et nous-mêmes de faire le ménage du gâchis d'indications thérapeutiques ou diagnostiques. L'OCDE nous parle de 20% d'actes non pertinents, 20%. Si vous calculez sur 220 milliards de consommation de biens médicaux, ça fait 40 milliards. C'est considérable, le gâchis. Il est considérable. Et à coût constant, on pourrait beaucoup mieux répartir la monnaie, je dirais, sur les acteurs en les payant mieux à condition qu'ils ne fassent que ce qui est nécessaire. Et je pense que autant la tarification à l'activité a des défauts, mais autant elle peut être maintenue si on y allie ce que j'avais proposé à l'époque quand ça a été créé il y a plus de 10 ans. J'avais toujours dit, on ne peut pas faire de la tarification à l'activité s'il n'y a pas d'évaluation de la qualité parallèle. Or, on a laissé la qualité complètement. Et aujourd'hui, on peut rajouter l'évaluation de la qualité et faire en sorte que celles et ceux qui dérogent et dépensent inutilement soient contrôlés plus que les autres. Voilà. Merci beaucoup. Bon, beaucoup de sujets. Si je comprends bien, l'idée serait de développer les infirmières de pratique avancée ou avec un nom différent, peu importe, on va dire, qui deviendraient en quelque sorte les interlocuteurs de première ligne, oui, répartis sur le territoire, supprimer la dualité privé-public. C'est vrai que c'est quand même toujours un petit peu surprenant de se dire que, alors que c'est toujours la même sécurité sociale qui paye, il y a deux systèmes différents. Et ne pas augmenter le nombre de médecins. On va se poser aussi la question de la répartition des médecins, sûrement. Et de créer des binômes, trinômes entre médecins et infirmières spécialisés sur la prise en charge, en tout cas, enfin, certainement à deux niveaux. D'une part pour on va dire les médecins de première ligne, les médecins généralistes, et puis aussi, et ça s'est peut-être déjà développé avant même que les IPA existent, dans les hôpitaux et dans un cadre pas toujours bien défini, des infirmières très spécialisées dans un domaine, je pense qu'on en a tous dans nos services, avec un cadre plus ou moins bien défini, en tout cas initialement, avec actuellement quand même un petit mot sur les IPA. Moi, je suis toujours un petit peu surpris quand même que actuellement, pour qu'une infirmière puisse être IPA, il faut qu'elle disparaisse pendant 2 ans pour aller se former, alors même que très souvent celles à qui on voudrait faire une formation d'IPA ont déjà acquis dans un domaine spécifique des compétences très élevées et effectivement en tout cas dans le domaine que je connais bien, des compétences supérieures aux médecins puisqu'elles sont extrêmement spécialisées dans un domaine. Ça, c'est peut-être aussi une petite difficulté actuellement, puisque finalement, ça rend un peu les choses difficiles. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. C'est vraiment une remise complète à plat du système qui probablement, et j'aimerais bien avoir tes commentaires là-dessus, ne peut être possible qu'en supprimant la dualité privé-public. Oui, probablement. D'où l'idée, effectivement, de créer un système national de santé, quitte à rester d'une certaine façon à l'acte pour certains en libéral et salarié d'un autre côté. C'est pas le problème. L'important, c'est de travailler en osmose et sans se faire, je dirais, la guerre entre secteur privé et public. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut que les infirmières puissent effectivement se former à partir de la valorisation des acquis, et pas uniquement en théorique. Et deuxièmement, on sait que si on le fait, d'ici 3 ans, on peut couvrir avec 25 000 ou 30 000 infirmières de première ligne, on peut couvrir les territoires. Ce n'est pas un problème de résorber les déserts. Ça doit être une pratique qui se fasse partout, à Paris 6e, Paris 7e, Auteuil-Neuilly-Passy, comme à Pontivy ou à Kermoustère. Donc, ce n'est pas un problème de résorption des déserts, ça doit être national, complètement. Et il faut que tout le monde s'embarque dans ce schéma qui est le plus vertueux. Christine nous l'a montré, avec une fantastique expérience qu'elle a. Je veux dire, nous sommes des ringards à côté de ça. Je ne comprends pas que la France reste figée sur le schéma du bon docteur
Hector Bianchon, ou je ne sais plus, Horace ou Hector Bianchon, dans La peau de chagrin de Balzac, quoi. C'est fini l'homme et la femme à tout faire et à tout contrôler. Nous avons notre responsabilité, les infirmiers en ont une autre, qui peut être aussi importante, et ne pas croire que ce sont des petites mains juste prêtes et prêts à faire le boulot que l'on ne veut pas faire. C'est inimaginable. Donc, moi, il n'y aura pas de solution autre que de l'imposer, parce que je vois bien combien la résistance existe, encore que il y a un espoir, c'est que la jeune génération a tout compris. La jeune génération des confrères a tout compris et elle travaille complètement en osmose avec les infirmiers lorsqu'ils sont installés. Ils ne veulent plus s'installer seuls. Ils et elles ne veulent plus s'installer seuls. Bravo. Deuxièmement, le travail avec les autres corps de métier, pharmaciens, infirmiers, kinés et autres psychologues est beaucoup plus facile dans ces maisons de santé où vous avez de jeunes praticiens qui se sont installés par rapport à la médecine praticienne de l'époque où on avait la maison au bout du village avec le docteur tout seul, sa femme qui ouvrait la porte et qui répondait au téléphone. Tout ça, c'est fini. Ça a été un grand moment, mais c'est fini. J'ai connu cela quand je faisais des remplacements médecine générale. J'ai adoré, et c'est terminé, quoi. Il faut bien le comprendre. Travail de groupe, répartition des actes, remontée des informations pour évaluation et amélioration du financement des acteurs. C'est les 4 clés. Je pense, le dernier point est quand même un point important parce que je pense que dans les résistances qu'on peut voir, il y a quand même une crainte et qui, pour le coup, me paraît pas totalement injustifiée, c'est que, en particulier pour les médecins généralistes, mais pas que, actuellement, l'activité d'un médecin généraliste est une partie de soins simples et rapides, et on va dire qui ne demandent pas une concentration énorme, et une partie importante également de soins beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs, touchant aux problèmes psychologiques, aux problèmes sociaux, et qui vont donner des consultations extrêmement longues. En général, ce qui est proposé, c'est que les infirmières s'occupent de ce qui est facile et rapide. Et il n'est pas étonnant que les praticiens qui équilibrent leur journée entre des choses plus simples et des choses plus complexes, voient d'un œil un peu inquiet arriver des infirmières qui vont faire ce qu'ils peuvent faire eux rapidement et pour le coup de façon relativement rémunérateur, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, et en ne gardant que ce qui est lourd, ce qui est compliqué. Pour l'instant, c'est ce qui est proposé quand même. Et donc finalement peu rémunérateur, parce que quand vous êtes payé 25 € la consultation et que vous y passez 1 heure, c'est un problème. Ça nous fait sûrement, la transition pour l'exposé suivant, puisque on ne peut pas se poser les questions des organisations sans se poser les questions des évaluations. Je crois que Guy veut rajouter un mot. Donc Christine de la Liberté avait, quelque chose à dire, je crois. Christine? Oui, en fait, j'aimerais ça ajouter. En fait, les infirmières praticiennes au Québec ne font pas uniquement ce qui est facile, mais ne vont pas nécessairement prendre plus de temps pour faire la même chose. Là où il y a une valeur ajoutée, c'est pas uniquement justement dans ce qui est facile, c'est dans ce qui est complexe, parce que la valeur ajoutée aussi de l'infirmière praticienne, c'est tout ce qui touche l'éducation à la santé. Le travail qu'on fait, des fois, est un peu plus long à ce niveau-là. Les médecins travaillent avec nous pour ça, parce que c'est payant, parce que le patient va consulter moins souvent s'il comprend mieux son état de santé et qu'il contribue mieux et qui est plus autonome pour le prendre en charge lui-même. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a une intervention. Oui, on fait des actes parfois sur des choses qui sont moins complexes, mais la réalité de la pratique clinique démontre que c'est difficile de prévoir que ça ne sera pas complexe. Le patient, on peut penser qu'il vient nous voir pour une simple douleur à l'épaule, puis finalement, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Puis il y a toute une aparté autour psychosocial et autres qui devient là beaucoup plus complexe. Donc, on ne peut pas diviser autant que ça la raison de consultation que l'infirmière praticienne voit. C'est pour ça qu'avec le temps, quand le rôle a débuté au Québec, on disait que l'infirmière praticienne verrait uniquement ce qui est facile et simple et le médecin avait peur d'avoir uniquement ce qui est complexe dans son caseload, mais ça fonctionne pas parce que le patient vient pas toujours pour la raison qu'on pense. Donc, ça peut être l'infirmière praticienne ou le médecin qui vont voir la personne avec quelque chose de simple ou de complexe. Puis quand c'est complexe, c'est là notre valeur ajoutée en plus
de travailler ensemble. Donc, pour le médecin aussi, parce que le patient qui a plus de raisons de consultation, plus compliqué, qui a besoin de plus d'accompagnement, ben c'est plus long aussi quand il rencontre le médecin. Et c'est là que ça vaut la peine d'être dans une équipe interprofessionnelle puis de travailler avec les autres pour justement accompagner ce patient-là qui va venir moins souvent consulter, ce qui vous donne de la place pour aller voir plus de patients pendant que ce patient-là ne se présente plus dans le bureau parce qu'il est bien accompagné avec d'autres intervenants qui vont l'amener justement à être plus autonome face à son état de santé et plus stable. Et on a nos patients qui sont récalcitrants et qui vont toujours revenir de façon compliquée avec plein de problématiques. Et c'est là, encore une fois, que de travailler en équipe peut aider ce patient-là à choisir les soins au bon moment puis éviter aussi d'aller consulter aux urgences quand ce n'est pas nécessaire, d'encombrer les urgences parce qu'il y a une difficulté d'accès, parce qu'il est uniquement en soins avec le médecin, puis à un moment donné, il est plus capable d'avoir des rendez-vous comme il veut, puis là, il va cogner partout. Alors, ce patient-là mérite d'être dans une équipe interprofessionnelle et il y a l'infirmière praticien, mais il y a aussi les autres ressources professionnelles qui sont là pour l'accompagner. Donc, au Québec aussi, actuellement, on est à regarder des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire pour que le patient utilise le bon intervenant au bon moment pour la bonne raison de consultation. Et dans le milieu où moi, je travaille en première ligne, on a développé un modèle sur une philosophie qu'on appelle Archimède, la théorie du levier, justement. On travaille ensemble en équipe auprès des patients et l'équipe médicale, au total, a une plus grande charge de patients en lien avec eux, mais ce n'est pas eux qui font tout le travail, c'est un travail d'équipe, incluant l'infirmière praticienne. Donc, il y a vraiment un avantage à y travailler, puis le médecin ne se trouve pas en surcharge uniquement de soins complexes, mais au contraire, tellement mieux accompagné que la prise en charge est moins lourde. Et c'est ce qui ressort là au niveau de la pratique actuellement ici au Québec. Merci. Donc, la conclusion, c'est travail en équipe. Je pense que c'est extrêmement important et effectivement, chacun va travailler avec ses compétences au moment venu.